Bonjour. Allez, on attaque tout de suite un enjeu absolument capital aujourd'hui, le financement des PME en Suisse. On va se mettre dans la peau d'un conseiller fiduciaire qui prépare le dossier d'un futur dirigeant pour la banque. Parce que, soyons clairs, que ce soit pour débloquer un crédit commercial, acheter des machines ou juste ouvrir un compte pro, la solidité de la structure financière est passée au microscope. C'est littéralement ce document hyper précis qui fait toute la différence entre, disons, une menuiserie vaudoise qui obtient ses fonds et un super projet qui finit malheureusement aux oubliettes. Au programme de cette analyse, un décryptage du plan financier, la construction de prévisions de revenus en béton, le fameux match trésorerie contre profit, les indicateurs clés, les erreurs fatales à éviter, et enfin, les prochaines étapes. Ok, on plonge directement dans le vif du sujet. Partie 1, le décryptage du plan financier ou les chiffres derrière le récit. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que les banques préfèrent de loin des chiffres froids mais ultra cohérents plutôt qu'une présentation magnifique remplie de promesses. Il y a souvent une grosse confusion entre deux documents bien distincts. D'un côté, on a le business plan narratif. C'est la belle histoire, l'analyse de marché, la stratégie, la force de l'équipe. Et de l'autre, on a le business plan financier. Lui, c'est le pragmatisme absolu. Des projections chiffrées sur 3 ans, la rentabilité et la trésorerie. Et devinez quoi, c'est bel et bien ce deuxième document que le banquier veut analyser en priorité. On peut avoir un diaporama incroyable pour ouvrir un nouveau café. Si les tableaux de trésorerie ne tiennent pas la route, la banque ne suivra tout simplement pas. Voyons comment tout ça s'articule. Un plan financier vraiment bancable en Suisse, tel qu'il est exigé par les pros, repose sur 5 piliers non négociables. 1. Le compte de résultat prévisionnel sur 3 ans, c'est vraiment la colonne vertébrale. 2. La trésorerie mensuelle, qui montre la vraie liquidité. 3. Le bilan de démarrage, c'est la photographie de l'entreprise au jour J. 4. Le seuil de rentabilité, pour savoir à quel moment précis on arrête de perdre de l'argent. Et 5. Le plan de financement initial. Deuxième partie, construire des prévisions de revenus solides pour prouver la viabilité économique. C'est le moment de vérité. Le compte de résultat, c'est souvent la toute première page que le banquier va scruter pour voir si l'activité courante couvrira les frais d'exploitation sur 3 ans. Et pour que ces prévisions soient prises au sérieux, il faut absolument tout décomposer. Poser un chiffre d'affaires rond de 200 000 francs au hasard sur la table, c'est un aller simple vers le refus. Prenons l'exemple d'une jeune agence web genevoise. Le revenu estimé, c'est son nombre de clients réguliers multiplié par le prix moyen d'un contrat, multiplié par la fréquence annuelle. C'est mathématique. Chaque ligne doit être justifiable par rapport à la réalité du marché. C'est exactement cette transparence chirurgicale qui rassure les investisseurs. Et attention au grand piège quand on calcule les charges. Oubliez les charges sociales dans les projections, ça génère un résultat totalement fictif et une trésorerie surestimée. Quand on crée une SARL en Suisse, le dirigeant est salarié. Donc, il faut intégrer les charges patronales. L'AVS, l'AI et les APG, ça fait déjà 10,6%, plus les 2,2% environ pour l'assurance chômage, sans oublier la LPP et la LEA. Bref, sous-estimer tout ça, c'est se créer une illusion de rentabilité vraiment dangereuse. Troisième point, flux de trésorerie contre profit. C'est littéralement la différence entre la rentabilité théorique sur le papier et la survie opérationnelle au quotidien. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de comprendre pourquoi une entreprise peut afficher un super profit annuel sur son bilan tout en se retrouvant en cessation de paiement un beau mardi matin d'avril. La réponse, c'est le flux. Le compte de résultat montre les revenus sur l'année, mais la trésorerie mensuelle reflète la vraie réalité bancaire. Un client peut mettre 45 à 60 jours pour payer une facture. Et puis, n'oublions pas la TVA. On la collecte, certes, mais il faut la reverser à la Confédération tous les trimestres. C'est un flux, pas un gain. Si on n'anticipe pas ces décalages, la caisse se vide à une vitesse folle. Si on suit une ligne du temps typique de 36 mois, au premier mois, les charges fixes tombent, mais l'argent ne rentre pas encore ou très peu. Et en général, vers le 4e mois, on touche ce qu'on appelle le point bas de trésorerie. C'est le creux de la vague. Les fournisseurs sont déjà payés, les salaires versés, mais les clients n'ont pas encore tous réglé leurs factures. Connaître ce chiffre exact est absolument crucial. C'est ça qui définit le besoin en fonds de roulement et le montant du crédit qu'il faut solliciter. Partie 4, les indicateurs clés de viabilité du projet. Au-delà de l'idée en elle-même, qu'est-ce que les banques scrutent vraiment pour évaluer le risque? Le premier grand classique, c'est le fameux seuil de rentabilité ou point mort. Concrètement, c'est le chiffre d'affaires minimum absolu qu'il faut générer pour payer toutes les charges fixes incompressibles. Le loyer, les assurances, les salaires de base. C'est le moment magique où le projet cesse d'être déficitaire. Et les banquiers recherchent des projets qui atteignent ce seuil rapidement, idéalement vers le 4e ou 5e mois, en prévoyant une bonne marge de sécurité. L'autre chiffre choc, c'est le ratio de fonds propres.
Dans la réalité bancaire suisse, on s'attend généralement à ce que les fondateurs amènent entre 20 et 30% du capital eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle vulgairement mouiller le maillot. Un projet financé à 100% par la banque, les chances sont quasi nulles. Il faut prouver sa conviction en injectant ses propres deniers. Un projet sans risque financier de la part de ses créateurs, pour une banque, c'est un énorme signal d'alarme. 5. Les erreurs fatales fréquentes, ou pourquoi d'excellents dossiers se font malheureusement rejeter dès la première lecture. On va passer en revue 5 erreurs classiques qui hurlent amateurisme. 1. Lancer un chiffre d'affaires prévisionnel sans aucune documentation pour le soutenir. 2. Faire comme si chaque facture était payée le jour même en ignorant totalement les délais de paiement. 3. Zapper l'AVS et le poids des charges sociales. 4. Oublier de lister les investissements de départ, comme la garantie de loyer, dans le bilan initial. Et 5. Faire preuve d'un optimisme aveugle sans aucun filet de sécurité. Et ceci illustre brillamment l'importance vitale du fameux scénario de stress test. D'un côté, on a le scénario de base, le monde idéal où 100% des revenus prévus sont atteints. Mais de l'autre, il faut monter un scénario prudent, calculé avec une baisse de 20% de l'activité. Montrer à la banque qu'on a les reins assez solides pour survivre à un démarrage sous-performant, c'est la preuve ultime d'une grande maturité financière. 6e et dernière partie, les prochaines étapes pour les fondateurs, comment bien structurer le lancement avant la création officielle. Donc le point crucial, c'est de se poser cette question très honnêtement. Est-ce que la structure financière est assez robuste pour convaincre un établissement suisse? Même si, techniquement parlant, on n'a pas besoin de ce document pour inscrire une SARL au registre du commerce, ça reste un outil de pilotage absolument vital. Ça sert à débloquer des financements, bien sûr, mais c'est surtout l'unique tableau de bord fiable pour ne pas finir dans le mur la première année. En fin de compte, la viabilité d'une entreprise se décide bien avant d'imprimer la toute première facture. Une planification rigoureuse, c'est de loin le meilleur investissement possible pour démarrer l'esprit tranquille. Pour obtenir davantage d'informations, de modèles et de conseils pratiques, consultez notre guide complet sur robuste.ch. Le lien est disponible dans la description de la vidéo.